Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2848,2014 francs congolais. 1 euro équivaut à 2987,1680 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,5560 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 156,9762 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2835 voire 2860 francs congolais. 1 euro équivaut à 2986 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,3 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 9010,04 $ américains contre 8883,96 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé, Eric. Il est toujours à 24 300 $ américains. L'once d'or est vendue à partir de 2651,27 $ américains contre 2637,98 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 68,74 $ américains contre 68,78 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8833 $ américains contre 9033 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Le projet de loi des finances exercice 2025 est évalué à 16 milliards de dollars. Ce projet, on va dire, est sous examen en ce moment, en seconde lecture au Sénat. Quels sont les préalables pour son application? Jeudi Économie reçoit pour vous le sénateur Faustin Luanga. Il est professeur en économie. Professeur Faustin Luanga, bonjour. Bonjour Eric. Le projet de loi de finances évalué à un peu plus de 16 milliards de dollars aujourd'hui en tenant compte du taux de change. Est-ce que ce projet de loi est réaliste? Oui, merci Eric. C'est toujours un plaisir de revenir sur Top Congo. Le Congo, je peux dire, mérite mieux. Et le président Tshisekedi, depuis qu'il est président de son premier mandat, essaye de faire pour que le Congo, la situation des Congolais s'améliore. Quand il a été élu pour la première fois, il a trouvé le budget autour de 5 milliards. Ça faisait à peu près 10 000 milliards de francs congolais. Aujourd'hui, le budget est à 50 000 milliards de francs congolais. Ce qui fait chaque année ce budget augmenté de 10 000 milliards. C'est énorme. Le budget a été multiplié, passant de 10 000 milliards à 50 000 milliards. Tiré toujours par le secteur primaire, c'est autre chose. Il faut voir d'abord l'ambition. Parce que le budget, c'est quoi? Ça traduit la vision et l'ambition d'un pays. C'est là où on lit ce qu'on veut faire de ce pays. Il faut passer maintenant à la qualité du contenu, qualité des dépenses. Les recettes ont augmenté parce que vous avez parlé du réalisme de ce budget. Oui, c'est réaliste parce que l'évolution aussi de mobilisation des recettes a augmenté. On a combattu la corruption comme jamais avant avec l'inspection générale des finances, que je salue l'inspecteur général Julien Linguité. Ça, c'est l'initiative du président qu'il faut louer et de son gouvernement. Quand on diminue la corruption, c'est que l'argent qui était siphonné par la corruption et les détournements rentre dans le secteur de production. Maintenant, la qualité d'investissement,
Ça fera pour que ça puisse changer substantiellement. Là, nous parlerons d'autre chose. Le réalisme est là. Est-ce que la capacité de mobilisation des recettes de la RDC permettra d'atteindre ce chiffre? Parce qu'on sait que ce sont des prévisions. Bon, on a des soucis. Cette question soulève plusieurs enjeux cruciaux liés à la gestion fiscale, à la diversification des sources de revenus, à l'amélioration de l'efficacité même administrative des régis financiers. Parce que notre base fiscale étant petite, il faut que ça soit bien mobilisé. Et on a constaté par la reddition des comptes, malheureusement, beaucoup d'assignations budgétaires n'arrivent pas en termes de mobilisation. On est autour de 80, des fois 90, 95, c'est qu'il faut encore mobiliser. Mais on ne peut pas tirer davantage, c'est comme un élastique. Nous avons une base productive qui est la base fiscale très, très réduite. Vous avez soulevé, c'est le secteur minier. Il faut trouver d'autres niches fiscales. Il faut innover dans la création. Il faut digitaliser. Il y a les secteurs informels qui est encore là, qu'il faut aller récupérer toute la base fiscale. Il faut traquer la dépense fiscale. Là où nous gaspillons beaucoup d'argent dans les exonérations, l'argent qui aurait pu être investi. Les pétroliers, c'est qu'il y a des niches d'argent qu'on peut encore mobiliser pour servir la cause et l'intérêt du pays. Notre limite aujourd'hui, c'est 16 milliards parce qu'on a commencé à parler de 16 milliards il y a 2-3 exercices. Donc on ne peut pas dépasser 16 milliards tenant compte de cette réalité fiscale. Il y a une observation à faire. Même ces 16 milliards-là, tout ne vient pas de nous. Les 16 milliards, il y a à peu près 3-4 milliards qui nous viennent des partenaires extérieurs. C'est que notre mobilisation tourne encore autour des 12. La pression fiscale qui mesure un peu ce qu'on prélève de l'économie est autour de 14 à 16%, qui est toujours en dessous. Certains pays sont à 20%, mais les Congolais, moyens avec des taux de chômage très élevés, n'arrivent pas. Nous avons la demande solvable qui est peu, parce que la TVA qui touche presque tout le monde, il y a beaucoup d'exonérations. Il y a beaucoup d'exonérations dans ce pays qui représentent à peu près 30% du budget. C'est beaucoup. C'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Il va falloir qu'on évalue son impact pour libérer l'économie de ce pesanteur. Bon, ça c'est un exercice de réflexion à faire. Comment élargir la base fiscale au-delà des mesures administratives, les technologies, la digitalisation. Mais il faut que l'économie s'élargisse pour qu'on prélève plus. Si c'est la même base avec le nombre d'entreprises qui ne s'élargissent pas, voilà pourquoi certaines mesures dans ce budget pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour la diversification de l'économie sont à encourager. La transformation dans l'agro-industrie, toutes ces mesures vont permettre à ce que la base fiscale et la production augmentent. Mais quand on regarde, ça c'est une observation, le cadre macroéconomique, la projection est autour de 5% de croissance, se peut. Pour que ça change, ce pays doit avoir les taux de croissance à 2 chiffres. C'est possible. C'est possible. Il faut investir beaucoup dans les infrastructures, relier les points de production aux points de consommation. Il faut que ça fluidifie. Il faut qu'on transforme localement, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Toute la production minière est exportée brute. Il faut transformer. Ça portera des fruits avec la nouvelle politique industrielle développée par le nouveau ministre de l'Industrie et l'ancien qui avait commencé, Paluku. C'est qu'il faut qu'elle soit mise en place. Qu'on voit le cobalt être transformé au Congo. Qu'on voit les cuivres être transformés, même les premières transformations. C'est par là que notre assiette fiscale va s'élargir. Pas par la croissance d'exportation et d'importation, parce que c'est eux qui partent avec toute la plus-value. La tonne brute et la tonne raffinée, la différence de prix est énorme. Captivons les valeurs ajoutées, même jusqu'à la moitié. Pour atteindre ces chiffres, on sait qu'il y a quelques années, le professeur Luzolo Bambi, alors ministre de la Justice, avait parlé des 15 milliards de dollars qui disparaissent dans le cadre des coulages des recettes. Aujourd'hui, la lutte n'a pas encore pu remettre dans le budget ces 15 milliards, plus de 15 milliards de dollars. Bon, il y a beaucoup qui reste à faire dans la gouvernance. Là, vous m'appelez à parler un peu de la gouvernance du pays. La corruption et les détournements, c'est l'exercice national. Vous avez suivi à la télé. Bon, et quand on détourne ici, on ne détourne pas peu. Quand on parle, ce sont des millions et des millions. Tout détournement n'est pas vol.
Quand quelque chose était destiné à construire une route, mais vous construisez par exemple un hôtel, ça peut être un hôtel d'État, c'est un détournement d'argent. Mais la pertinence de l'hôtel par rapport à la route, c'est différent. C'est ce que moi j'appelle la qualité de l'investissement est importante. Qu'est-ce qui doit commencer? Les infrastructures sont importantes. Vous pouvez promouvoir l'agriculture si vous ne savez pas évacuer les récoltes, vous ne faites rien. Ça va pourrir et ça ne va pas croître l'assiette fiscale ou la production nationale. C'est qu'il y a des préalables. L'énergie, c'est un préalable pour toute industrialisation. Les infrastructures, c'est un préalable énorme, comme l'école, pour préparer l'avenir et la jeunesse. Ces préalables-là continuent à nous faire défaut. Alors, mais comment justement ramener ces 15 milliards, trouver ces 15 milliards de dollars qui disparaissent, siphonnés, voilà. Bon, je crois que l'effort est en train d'être fait. Et cet effort est visible dans certains. On a renégocié les contrats chinois qui nous échappaient. Personnellement, je pense qu'il faut encore renégocier davantage parce qu'on a renégocié, les Chinois vont nous donner à peu près 300 millions chaque année, mais les Chinois, les mêmes projets, nous prennent à peu près 300 millions aussi comme exonération. Là, ça ne va pas, c'est une petite aberration. Ce que j'appelle la dépense fiscale doit être rationalisée. Concrètement, alors ils ne nous donnent rien parce que nous leur donnons en termes d'exonération à la TVA, d'exonération aux impôts. On pouvait les laisser, par exemple, qu'ils payent seulement l'impôt sur le bénéfice, IBP comme ils l'appellent, avec tout ce qu'ils font comme bénéfice, nous aurons aussi beaucoup d'argent. Il y a la logique et l'option à lever. Le partage des productions nous fera gagner beaucoup parce que nous deviendrons propriétaires de toute expansion en termes de bénéfices parce que nous serons partenaires parce que nous partageons la production. C'est un modèle de rentabilisation et de mise en valeur de nos nombreuses ressources. Pas seulement céder en termes de concessions, partageons la production. C'est une autre vision, ça. L'adhésion de la RDC, par exemple, au mécanisme d'échange d'informations de l'OCDE permettrait de pouvoir voir clair sur ce que les entreprises déclarent, sur ce qu'ils devraient payer à l'État, et cela permettrait également d'augmenter le budget. Vous touchez au point clé. C'est ce qu'on appelle la comptabilité par l'effet miroir. Notre exportation et l'importation de ces pays développés, chez eux, c'est clair. S'ils minorent l'exportation ici en termes de volume, chez eux, ils doivent déclarer le vrai volume parce qu'ils ont des outils pour peser les tonnages avant d'entrer. Comparons ça avec l'échange d'informations. Nous pouvons capturer toute la fraude en termes de volume. C'est très important parce qu'on facture en termes de volume, que ce soit les carburants, en termes de volume. Or, nous n'avons pas les outils nécessaires ici, à part les petits pesés. Et quand il y a des pesés qu'on fait, nous connaissons la gouvernance des gens qui pèsent. Alors, signons ces partenariats qui sont là pour nous permettre pas seulement de découvrir et de sanctionner valablement. Parce que des fois, on découvre des fraudes, que ce soit en assurance, mais ces sociétés ne payent pas. Ils renégocient et l'affaire est tue. C'est qu'il y a encore beaucoup de fuites d'argent, des niches, des potentialités fiscales qu'on doit capturer par l'amélioration de la gouvernance seulement, peut nous permettre de croire. L'amélioration des captations et aussi des statistiques. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Le Nigeria avait réclassifié ses statistiques il y a, je crois, 10 ans pour devenir la première économie de l'Afrique. De l'Afrique, oui. C'était juste statistique. Je suis persuadé, si au Congo, nous arrivons à intégrer tout le secteur informel, à capter même la moitié de ce qui échappe là, le Congo deviendrait parmi les 5 pays africains en termes de puissance. Parce que malgré la crise, les gens vivent bien. Quand vous les regardez, les gens touchent peu, mais leur standing de vie ne reflète pas les revenus. Il y a l'argent qui vient de quelque part, qu'il faut aller chercher et comptabiliser. L'État, c'est le rôle régalien de l'État. Il faut multiplier les services de contrôle. En dehors de l'IGF, on met l'ANR et les autres. Eric, il y a la participation citoyenne qui est très importante, que ce soit dans la conception des budgets, que ce soit dans la manière de gouverner. C'est une forme de responsabilité civique et citoyenne. On a abandonné le corps du civisme, malheureusement, mais on chante plus dans les églises, mais chantons plus aussi pour la nation, les valeurs cardinales de la nation. C'est ça, Kennedy disait, il ne faut pas seulement attendre ce que ton pays va te donner. Qu'est-ce que toi-même tu fais aussi pour le pays? Et ça ne s'arrête pas seulement au contrôle. Qu'il y ait une sanction positive quand tu as bien fait, négative quand tu as mal fait. Il faut encourager par exemple les lanceurs d'alerte, les protéger. Les encourager, les protéger, les rémunérer. Plusieurs priorités
dans ce projet de loi de finances, notamment infrastructure, investissement, sécurité. Quelle justification vous donnez à ces priorités, professeur? Bon, d'abord la sécurité, sans laquelle rien ne sait se faire. La sécurité est importante parce que ça rassure les nationaux, ça rassure les producteurs, ça rassure les consommateurs et les investisseurs. L'intégrité du territoire, on ne peut pas bâtiner. C'est une obligation. La sauvegarder est une obligation constitutionnelle. Voilà pourquoi le pays est menacé dans sa partie Est. Les efforts dans l'armement, doter l'armée de moyens conséquents, se voient dans ce budget. Deuxième chose, pour transformer les choses, il faut investir. Le montant d'investissement a augmenté dans ce budget. C'est à féliciter aussi. Parce qu'avant, on voyait seulement les rémunérations qui augmentaient, mais les rémunérations seules ne transforment pas le pays. Ça vous permet de consommer. Ce qui permet de transformer le pays, ce sont les investissements. Et les investissements, maintenant, des qualités. D'où les infrastructures. C'est important. Professeur, par rapport aux infrastructures, si je peux me permettre, l'échelle des infrastructures, on construit quoi? Les immeubles, les routes de descente agricole. C'est quoi la priorité finalement? Non, il y a un problème que nous-mêmes nous avons décelé au Sénat. On est en train de corriger. Nous avons un programme indicatif des investissements national. Programme national des investissements qui nous projette jusqu'en 2028. Mais les choix et l'allocation budgétaire ne suivent pas ces programmes. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème même des choix des investissements. Vous parlez des routes et tout ça. C'est qu'il y a une réflexion qu'on doit faire pour savoir les choix de qualité des investissements à faire et l'affectation budgétaire à les accorder. Commençons par l'ordre. Mais ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Priorisons les routes. Ce sont les infrastructures de base. Déjà au 19e siècle, Stanley l'avait dit. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Ne vaut pas un penny. Ça demeure vrai. Nous devons passer par l'Obito, le corridor de l'Obito pour évacuer nos marchandises. C'est bien, ça renforce l'intégration, mais ça fragmente l'intégration nationale parce que tout doit passer par l'Obito au lieu de renforcer. Par exemple, nous sommes en train de construire le port de Banana à eau profonde. C'est pour amener quoi? C'est pour évacuer quoi si tout doit passer par l'Obito? Par l'Obito. Oh, c'est qu'il y a des questionnements à faire. C'est bien, c'est beau. Mais ce corridor-là n'est pas seulement un corridor de transport, c'est un corridor de développement. Ça signifie toute la chaîne, partout les trains vont passer, on développe des choses, des commerces et tout ça. Ça passe au Congo aussi? C'est une petite portion qui commence par nous. Le Congo doit avoir de l'ambition. Nous avons la dimension continentale. Du Katanga jusqu'au point nord, c'est plus de 3000 km. Nous avons besoin d'un corridor. C'est le double des corridors de Katanga pour arriver à l'Obito. C'est presque la même distance de Kolwezi qui passe vers le latéral sud, Kaemba et tout ça, pour arriver à Banana, par exemple. Ramenons les brèches là jusqu'à Ilebo, jusqu'au Maniema. Favorisons l'émergence de plusieurs corridors. Nous ne dépendons pas seulement des corridors ouest. Il y a des corridors qui sont en train d'être construits via la Tanzanie, qu'ils arrivent jusqu'à Kindu-Maniema chez moi, par exemple, et qu'on prolonge province orientale, que ça descende vers l'équateur, multimodal, ça peut descendre par l'eau jusqu'à Kinshasa. Ça aura un impact majeur pour nous. À très court terme, l'Obito va favoriser, parce que ça diminue quand même de la moitié les temps d'acheminement de marchandises, mais ces marchandises qui sortent, les coûts qui partent, qui ne sont pas transformés chez nous, on facilite leur expédition, ça augmente l'extraversion. Le Congo doit mieux s'intégrer d'abord soi-même aussi pour faire profiter à l'Afrique tout ce que le Congo détient. Donc on devait partir par exemple de Kolwezi vers le port de Mwanda par exemple? Pourquoi pas, si ça passe par Kinshasa, avec tous les effets d'entraînement que ça aura et la construction des infrastructures nationales. Nous tendons là. Et voilà pourquoi il faut encourager que les ports finissent, mais pour que les ports deviennent bénéfiques, il faut développer les connexions du port. Parce que nous pouvons avoir un port à eau profonde. S'il n'y a pas de routes ni de chemins de fer pour faire venir le marchandise, ça s'arrête là. Les Angolais ont leur port de l'Obito, mais ils viennent d'avoir des reçus depuis longtemps ce chemin de fer. Les gens qui peuvent pleurer, c'est l'Afrique du Sud parce qu'ils n'auront plus la cargaison et de la RDC et de Zambie qui partaient chez eux à Durban. Mais nous n'avons pas encore un port à eau profonde, nous n'avons pas de lignes de train. Les moyens et les longs termes passent par le développement des chaînes logistiques de transport
à l'intérieur du Congo pour relier les centres de production aux grands centres d'écoulement de marchandises et de consommation sur le plan national. Nous sommes un marché à 100 millions, 120 millions d'habitants. 2 345 km². 409 km². 409 km². Pour le moment, après l'Algérie, c'est le Congo le deuxième camp. Et en surface utile, c'est la RDC. Parce que l'Algérie a beaucoup de déserts. Rêvons grand. Terminons notre Inga. Inscrivons ça dans l'optique de construire Inga même pendant 20 ans. Chaque année, on accorde 1 milliard. C'est faisable. Transcendons les générations. C'est ça l'importance des budgets programmes qu'on cherche à imposer à la RDC. Nous faisons un budget programme, par exemple, pour Inga. Nous allons terminer Inga dans 15 ans, dans 20 ans. Même si nous, on ne sera plus vivants, mais ceux qui viendront trouveront Inga fini avec ce que ça peut apporter des autorités d'électricité. Pays champion, pays solution. Mais qu'on voit cela sur terrain. Des priorités, on a parlé de la sécurité, infrastructure. Il y a éducation, il y a santé. Pourquoi les deux sont importants? L'éducation, c'est l'avenir. L'éducation, c'est la rentabilité, la productivité. Une main-d'œuvre éduquée, une main-d'œuvre instruite réduit les erreurs de production, comprend facilement. L'éducation, ce n'est pas seulement l'université. Il y a l'apprentissage aussi qui fait partie de l'éducation. La formation professionnelle. Professionnelle. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. La santé. Un corps sain travaille bien. Guerre contre la faim, l'agriculture. Un pays comme le nôtre doit avoir honte d'importer, de gaspiller beaucoup d'argent pour importer la nourriture. Le maïs de Zambie, la nourriture, tout le temps. le maïs. Les chinchin, au moins, nous avons des fleuves. Non. Voilà pourquoi, quand on consacre, on a augmenté, mais c'est encore peu parce que c'est moins de 10% du volume du budget. Le protocole d'Harare recommande à tous les pays africains de consacrer au moins 10% de leur budget pour l'agriculture. Et je crois 20% pour l'éducation. Nous sommes encore en dessous de ça. Mais il faut féliciter, saluer les initiatives du gouvernement et du chef de l'État dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne s'embrouille pas finalement? Au lieu de se lancer dans plusieurs projets, on ne devrait pas se concentrer pour un quinquennat sur deux secteurs phares. Vous avez parlé d'infrastructure, électricité. C'est une bonne approche et une bonne réflexion que vous soulevez là. Je n'ai cessé de dire ça. Quand vous avez peu de moyens, c'est ce qui nous enseigne l'économie, les moyens sont toujours limités par rapport aux besoins. Et les besoins du Congo sont énormes. Nous avons peu de moyens et nous fonctionnons sur base de caisse et notre caisse demeure petite par rapport aux ambitions du développement. D'où il faut faire des arbitrages et des choix de qualité. Et ce que vous suggérez, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a la gestion courante, il y a les besoins urgents, mais les besoins structurants, les priorités structurantes qui changent, qu'on appelle les game changers, c'est-à-dire les choses qui impactent, c'est l'électricité, c'est les infrastructures. Construisons Inga, nous pouvons le faire, les Éthiopiens l'ont fait. Pourquoi pas nous? Budgétisons ça, c'est ça l'importance des budgets programmes. Faisons un choix, chaque année, pendant X temps, nous allons construire Inga, il y aura une allocation de 1 milliard pour Inga. Si nous réunissons déjà 3 milliards, nous pouvons négocier avec n'importe quelle banque, ils verront, les Congolais sont sérieux, ils vont nous prêter l'argent parce qu'ils verront la potentialité, ils ont avancé Inga. Nous pouvons dire, chaque année, je parle d'année, je ne parle même pas de 5 ans. Il y a des projets qui peuvent finir une année. Cette année, nous avons décidé, par exemple, de construire l'autoroute Kinshasa-Matadi. Ça fera 3 ans, mais nous budgétisons 1 milliard pour ça. Ça commence l'année prochaine, on continue, 3 ans, on finit. On est en train d'applaudir la Chine. La Chine fonctionne sous forme de grands projets et de grands programmes, de grands plans comme ça. Les Américains qui viennent de se réveiller avec l'Obito pour construire jusque-là. C'est la géopolitique mondiale qui se joue chez nous. Parce que le corridor vient chercher les matériels, les minéraux pour l'exportation. C'est pour leur industrie. Les Chinois amènent leur corridor de l'Est vers le centre. Et tout chemine vers la RDC paradisiaque. Mais qu'aurons-nous si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous greffer sur les chaînes de production? Nous sommes la base. Qu'on capte des valeurs ajoutées dans cette chaîne de production, que ce soit agricole, que ce soit industriel, que ce soit minière, que ce soit de l'industrie des futurs comme les batteries, les cobalt, et qu'on soit acteur de chaînes globales logistiques de transport et de développement. Est-ce que les provinces seront servies cette fois-ci? Les provinces sont les parents pauvres des budgets de l'RDC. Est-ce que les provinces seront servies effectivement? C'est une question très importante, Eric. Elle soulève des préoccupations majeures quant à l'équité et à l'efficacité du financement alloué aux différentes régions de province.
Nous savons que toutes les régions ne sont pas bien nanties. Certaines provinces sont riches à ressources naturelles, pourraient s'attendre à des investissements significatifs, et d'autres sont souvent marginalisées. Maïndombe, par exemple. Il n'y a plus de routes. Ce qui était route est devenu des pistes, des pirogues. Chez moi, au Maniema, les nord et le sud sont coupés. Ça, sur le centre et partout. Et il y a peu de moyens. Est-ce que 2025 sera différente? Pas grandement. Parce que les 40% constitutionnels ne rentrent pas aux provinces. Il y a aussi la caisse de péréquation. Ça fait plus de 10 ans qu'on a nommé les administrateurs, les dirigeants, mais qui ne fonctionnent toujours pas. On dirait que le gouvernement central veut s'approprier tout le moyen et retourner peu. Le Sénat étant l'émanation des provinces, nous devons plaider pour les provinces. Il y a aussi un aspect, les provinces peuvent aussi créer des revenus, des richesses, des taxes. Pas tous attendre le pouvoir central, parce qu'il y a peu de choses aussi qui peuvent s'exécuter. Mais ça va créer une superposition des taxes. Il y a l'harmonisation, il y a la cartographie, il y a la nomenclature qui est bien établie entre les taxes provinciales et les taxes nationales. Curieusement, de nos jours, il y a certaines provinces, nouvelles provinces, qui n'ont même pas de régie financière pour collecter la taxe. Et il y a des taxes qu'on collectionne, par exemple, des barrages de routes, mais qui ne sont pas collectées, qui sont récupérées immédiatement par les gens qui font ça. Bon, c'est qu'il y a une gouvernance au niveau provincial qui doit se faire pour maximiser la captation de ce qui est sur place. Et attendre maintenant les concours des autres, des gouvernements centraux. Avec les projets des 145 territoires, on leur apporte un peu de clarté et un peu de renforcement dans la gouvernance. Espérons qu'on va continuer à les accompagner. Il y a eu la conférence des gouverneurs qui se tient chaque année pour échange d'expériences. Certaines provinces s'en sortent bien, les Lualaba, les Katanga, mais d'autres s'en sortent difficilement compte tenu de peu de moyens qui leur sont. Par exemple, le gouvernement n'envoie pas le budget d'investissement, la rétrocession arrive au compte-gouttes. C'est la faute au gouvernement central si les provinces ne sont pas développées aujourd'hui. Je ne suis pas là pour distribuer des fautes, mais il est légitime de se demander comment on va développer l'intérieur. Je vais parler des routes. Nous avons des routes provinciales, nationales, et nous avons des routes de dessert agricole. Si on dotait chaque territoire dans ce programme-là avec 2 tracteurs, il peut faire les cantonnages, aplanir ne fût-ce que les routes, relier chaque territoire à des territoires, renforcer l'office des routes. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? Le FONER a récupéré l'argent, l'office des routes qui est sur terrain n'a pas d'argent, l'OVD n'a pas d'argent. On a constaté la multiplication des établissements publics pour gérer des dotations ou bien des fonds spécifiques. Ça siphonne les moyens, parce que vous parliez de nos capacités de moyens. Vous avez Fonarev qui gère les femmes violées, qui perçoit presque 20 millions par mois. L'Office des routes est dans ses budgets à 1 million de dollars l'an. Ce sont des choix à questionner. La cohérence de nos choix budgétaires et d'allocation de peu de moyens que nous avons. Vous avez FPI qui prend 2% sur les cordons douaniers. OCC, 2% sur les cordons douaniers. OGFREM, 2 fois 2%, ça fait 4% sur les cordons douaniers. Tous ces fonds, moi je les appelle les fonds dormants, et il y en a beaucoup, et des fonds spéciaux, FONER, FONAREF, et tous les autres fonds spéciaux qui siphonnent des recettes, et on crée une structure pour gérer ces fonds. Mais ils pouvaient être dans le fonds des trésors. C'est qu'il y a beaucoup de propositions qu'on a fait au gouvernement, au niveau du Sénat. Le budget est recevable, c'est bien pour le pays, mais il y a encore beaucoup à faire et on est là pour accompagner le gouvernement à réussir sa mission. Est-ce qu'on va finalement, avec ce budget 2025, voir le début de la diversification de l'économie congolaise qui finalement devient un simple slogan? Non, c'est pas un slogan. On en parle depuis des années, mais ce n'est pas... Eric, je ne peux pas vous laisser qualifier ça de slogan. Bon, en tant que sénateur, j'ai droit à la responsabilité. C'est un devoir de la responsabilité. Et je crois que le gouvernement fait de son mieux. En termes de papier, nous avons beaucoup. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter seulement en termes de diversification sur papier. On doit les voir. On voit des zones spéciales se créer. À Maluku-Yana, on commence à produire des carreaux. Ça diversifie un tout petit peu. On a dit on va passer la diversification par l'agro-industrie. On peut sentir ça quand les volumes des importations vont diminuer. Ce n'est pas de l'import-substitution, mais si nous produisons plus, je crois la logique serait qu'on voit
la production nationale a augmenté. Mais pour diversifier l'économie, il y a des préalables. Tout n'est pas finance, quoique finance, c'est important pour investir. Il y a d'abord un plan cohérent de tout ça. Le développement de l'agro-industrie. Est-ce qu'on a ciblé les industries agricoles à promouvoir? Pour la diversification dans le secteur minier, il faut aussi même diversifier. On appelle ça diversification verticale. C'est-à-dire, vous produisiez seulement les matières premières, mais vous transformez, c'est que vous diversifiez un peu votre production. Vous étiez dans les cuivres, vous commencez à faire des barres de cuivre, des fils de cuivre. Oui. C'est que vous êtes dans la diversification, mais verticale dans la chaîne de production. C'est ça la nouvelle économie mondiale, où tout le monde travaille pour une usine ou bien un produit. Quand vous regardez les téléphones portables iPhone, le monde entier travaille seulement pour iPhone et nous exportons, nous sommes en bas, nous exportons le coltan. Mais il y a d'autres qui produisent les verres et les vitres, d'autres qui produisent les processeurs et tout ça. Quels sont les préalables pour l'application effective de ce budget 2025? Il y a plusieurs prérequis. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer les capacités institutionnelles des institutions fiscales et financières. Cela implique peut-être la formation des agents de l'État. Il faut toujours qu'ils aient une formation en matière de gestion budgétaire et fiscale, qu'on investisse dans les systèmes d'information. Ensuite, il y a la transparence et la responsabilité dans la gestion des fonds publics. Ça doit être renforcé. On a vu les forages. Il faut que 2025 soit un peu apaisé, si c'est possible. Cela doit se traduire par la mise en place des mécanismes de contrôle internes et externes, ainsi que la publication régulière des rapports budgétaires accessibles au grand public, pas seulement aux initiés. C'est ça la participation citoyenne. Autre chose, il est crucial d'assurer la mobilisation efficace des ressources financières. Cela passe par l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, l'optimisation des dépenses publiques pour garantir que les financements nécessaires soient disponibles et utilisés de manière efficiente. Il faut impliquer les citoyens, je l'ai dit, la société civile, dans des processus budgétaires. C'est leur argent, c'est notre argent, Eric. La participation des différentes parties prenantes peut contribuer à une meilleure appropriation des enjeux budgétaires, à une plus grande vigilance sur l'utilisation des ressources publiques. Il faut aussi une vigilance de la part de vous, autorité budgétaire, parce que vous êtes accusé parfois de complaisance, de laisser le gouvernement faire sans le sanctionner. Nous représentons le peuple et nous nous assumerons valablement. Moi qui vous parlais, je suis président de la commission de suivi et évaluation. C'est que ma commission ne chômera pas. Il y aura un suivi et évaluation trimestriel des budgets. Et le ministre des budgets nous a promis que ce sera fait. Je rappelle que notre invité, c'est le sénateur Faustin Luanga. Il est professeur en économie. Alors, professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Les prix des denrées alimentaires de base n'ont pas changé cette semaine. Les articles sont vendus comme la semaine passée. Un sac de riz, par exemple, varie entre 75 et 150 000 francs congolais. Une mesurette appelée Kopo coûte 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 58 000. La mesurette Ekolo coûte 4 000 francs congolais. Un sac de haricots est vendu entre 160 et 240 $ américains, comme la semaine passée. Une mesurette appelée Kopo varie entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo des frétins coûte 15 000 francs congolais. Un carton de poisson salé coûte 65 $ américains et le kilo est à 22 000 francs congolais, c'est comme la semaine passée. Un carton de viande de bœuf est vendu à 135 $ américains. Le kilo est toujours à 22 000 francs comme la semaine passée. Un carton de poulet coûte 30 $. Un poulet varie entre 12 et 17 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de cuisses de poulet est à 22 $ américains. Le kilo est à 9 000 francs. Un carton de tripes coûte 29 $ américains. Un carton de pieds de porc coûte 18 $ américains. Le kilo est à 8 000 francs congolais. Un kilo de gésier coûte 8 000 francs. Celui de poisson chanchard coûte 12 000 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 18 000 francs congolais. Un œuf varie entre 700 et 800 francs congolais. Un sachet de sucre est vendu comme la semaine passée à 17 000 francs. Un filet d'oignon est vendu à partir de 25 000 francs congolais. Un oignon coûte 200, 300, 500, 1000, voire 1500 francs congolais.
Un pain est vendu à partir de 500 francs congolais. Une chikwang bateki varie entre 1000 et 1500 francs congolais. Un tas de bananes plantain varie entre 3000 et 7000 francs congolais. Une botte de fèves de manioc est vendue à partir de 3000 francs. Celle d'oseille coûte 1000 francs. Celle des amarantes est à 2000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 voire 22 000 francs congolais. Celui d'huile végétale de 5 litres coûte 10 ou 15 dollars américains, c'est selon la marque. Une mesurette de maïs coûte 3000 francs, c'est comme la semaine passée. Un tas de cossettes de manioc coûte 3000 francs. Un seau de cossettes de manioc coûte 17 voire 18 000 francs congolais. Une mangue varie entre 200 et 2000 francs. Une grosse pastèque coûte 25 000 francs congolais. Un ananas va jusqu'à 20 000 francs. Une orange coûte 1000 francs. Un tas de mangoustons coûte 3000 francs. Un tas de safou aussi coûte 3000 francs congolais. Merci Bérom Attendant, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Est-ce que la réduction des prix des 9 produits de première nécessité de grande consommation sera possible d'ici la fin de l'année? D'abord, le gouvernement a exprimé sa volonté de rendre ces produits plus accessibles. Pas seulement exprimer sa volonté, a pris des mesures de réduire la TVA qui frappe ces produits, d'exonérer l'importation de ces produits. Je me rappelle l'émission qu'on avait organisée la dernière fois, j'avais émis des doutes. Absolument. Et je n'aimerais pas être prophète de malheur, mais il y a un problème, on ne voit pas ça venir parce que les coûts est encore élevés. On a réduit même, pour demeurer dans les marges de l'inflation, on a réduit même le prix de carburant. Mais le problème, c'est les transferts. Le gouvernement, on avait recommandé le contrôle. Le gouvernement commence à faire des contrôles. Le vice-premier ministre en charge de l'économie a réuni les opérateurs économiques pour essayer de voir ça. Ça va dépendre de la production locale. Et cette production, les soutiens n'a pas suivi. On a soutenu plus l'importation. Maintenant, ce qui importe, s'ils ne suivent pas le gouvernement, il n'y aura pas de baisse. On sait souvent, la fin de l'année, il y a toujours spéculation. Que ce soit sur le plan des devises, parce qu'ils importent beaucoup, et que ce soit sur le plan des stocks, pour faire beaucoup de bénéfices à la fin de l'année. Ça, ce sont des défis, mais ça demeure possible. Ça demeure possible. La logistique de distribution doit être optimisée, que les stocks arrivent à temps, parce que la demande va augmenter. Si les stocks arrivent à temps, ça, il faut travailler avec les importateurs. La FEC, pour s'assurer que les stocks de nourriture, parce que là, les produits de base dont vous parlez, la plupart, c'est la nourriture, sera là, en temps réel. Pourquoi les investisseurs ne se bousculent pas au portillon de la RDC? C'est une très bonne question, Eric. Je crois que la préoccupation des tailles, c'est la perception du pays, qui demeure un pays instable. Et ça, ce n'est pas seulement la perception. À l'Est, le pays est attaqué. Bon, il y a seuls des aventuriers qui peuvent faire de production ou bien de commerce dans une zone instable. Ne peut faire à l'Ouest. On a encore ici à l'Ouest la question des perceptions, la gouvernance pose un sérieux problème. Voilà pourquoi on doit faire un effort pour nous montrer sérieux dans ce que nous faisons. Et le gouvernement est entré avec l'inspection générale des finances et le président de la République qui en parle. Mais je vous ai dit, cette année, on a vu le top des hit parades, des cas avérés de corruption, des procès et tout ça, des détournements de fonds. Et ça n'encourage pas les gens. Et puis, je vais amener mon argent, c'est pour connaître ces destins-là. Vous pouvez avoir un beau cadre, un bon texte. On ne voit pas seulement les textes, on voit la pratique de ces textes. C'est tout ça. Professeur, dernière question. Vous êtes politique. Le changement ou la révision de la Constitution permettra l'amélioration de l'économie congolaise? Oh là là, je ne pensais pas que vous allez m'inviter dans cette arène-là. Bon, vous savez, la Constitution organise le cadre institutionnel d'un pays. Sa révision, son changement aura un impact sur l'ordre des choses à l'intérieur du pays. Parce que pour le moment, l'ordre des choses est organisé dans un contexte déterminé. La révision va bousculer, certainement, d'une manière ou d'une autre, cet ordre économique qui est organisé. Si la révision introduit des réformes, par exemple, dans la gouvernance et la transparence, c'est bien, ça aura un effet positif. Si la révision restreint des libertés de production, d'investir et autres, ça aura un effet un peu qui fait peur aux gens. Je ne peux pas anticiper si ça sera bon ou mauvais, mais certainement la révision ou le changement de la Constitution
affectera pas seulement les citoyens, mais affectera les institutions et affectera la manière de faire les affaires au Congo. Parce que c'est la loi suprême auprès de laquelle se greffent toutes les autres lois du pays. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Faustin Luanga, il est sénateur. Professeur, en tout cas, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup, Eric. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Orbago. À très bientôt.